Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Sarda. Pauline, bonjour. Salut Alexandre. Écoute, Pauline, bienvenue dans le studio de podcast Pastel Studio. Tu es la deuxième invitée à Toulouse dans ce nouveau studio. Je suis très content de t'accueillir. Ça va, ça te plaît? Ouais, grave. Non, c'est trop bien. Ouais. Alors, Pauline, on s'est rencontrés il y a déjà 5 ans à Toulouse sur les sujets de la vente. Donc, je suis très heureux que tu viennes ici pour nous parler d'un sujet qu'on n'a pas beaucoup traité dans le podcast, qui est assez bizarre. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux expliquer aux éditeurs pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter sur la vente? Alors, je pense que c'est intéressant de m'écouter sur la vente aujourd'hui parce que je pense que je secoue un petit peu les idées reçues, particulièrement. Alors, beaucoup parce qu'on accompagne les entrepreneurs aujourd'hui dans mon entreprise, mais on aura l'occasion, je pense, aussi de parler des commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui n'utilisent que la création de contenu pour faire du business, qui sont en mode ultra passif. Et moi, je suis un peu j'aime bien défendre le commercial à papy, tu vois. J'aime bien l'appeler comme ça. Et dans le commercial à papy, il y a le fameux suivi commercial dont on parle, selon moi, pas assez. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'ailleurs, merci de m'accueillir. Ok, alors très bien. Le sujet du jour aujourd'hui, tu voulais nous parler du suivi commercial. Alors je disais en intro que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé beaucoup dans le podcast. En fait, on l'aborde, mais pas de manière sujet principal. Pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, je trouve que ce soit les entrepreneurs ou les commerciaux, aujourd'hui, ils font du suivi qu'à partir du moment où ils ont effectué un rendez-vous de vente, par exemple. Et là, après, ils vont peut-être faire de la relance. Et encore, je dis peut-être, il y en a aussi qui font des propals et qui, derrière, vont pas du tout suivre. Alors que pour moi, le suivi commercial, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a avant, donc le moment où soit nous, on va prospecter, ou alors les personnes vont en tout cas la cible, va nous découvrir, versus jusqu'à ce qu'on l'amène à un rendez-vous, et ensuite, une fois qu'on la suive après la proposition. Et en fait, pour moi, c'est le suivi commercial, ça représente tout ça. C'est pas que à partir du moment où on a fait une proposition, mais c'est aussi arriver au bon moment pour que la personne achète. D'accord. Et tu me disais en préparant l'épisode que c'était souvent sous-estimé par les commerciaux. Tu peux expliquer qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. C'est complètement sous-estimé par les commerciaux et je le sais aussi d'expérience quand moi j'étais commerciale où je faisais exactement, c'est pas une erreur, mais c'est peut-être la peur de déranger, ce qui est fou pour un commercial d'ailleurs, parce que normalement quand tu es commercial, tu es censé quand même avoir ce truc aussi d'aller vers les autres. Où en fait, je ne faisais pas du tout de relance, typiquement. Je parlais tout à l'heure de, je dirais, l'avant-proposition ou l'avant-rendez-vous. Mais ça va dépendre aussi. Il y a certains commerciaux qui vont être sur tout le processus et il y en a qui vont être que là au moment de faire la proposition. Donc ça va dépendre aussi de ça. Mais typiquement, si on parle de relance, si on parle de après-proposition ou même de le prospect n'a pas encore acheté et on se dit non, mais de toute façon, une fois que le client est parti, il n'achètera jamais. Ce qui n'est pas vrai du tout en réalité, parce que si tu fais un bon suivi, tu peux aller le raccrocher. Et ta question initiale, pardon, c'était pourquoi c'est sous-estimé. Déjà parce que les commerciaux ont peur de le faire. Et pour revenir rapidement sur mon expérience, je faisais partie aussi de ces commerciaux-là. Il a fallu que je rencontre un super manager des ventes qui insiste là-dessus et qui me dit non mais Pauline, il faut absolument que tu fasses des relances, c'est pas possible de faire autrement. Je me suis mise à faire des relances et là comme par hasard mes commissions elles étaient extraordinaires à la fin du mois. Donc forcément ça change les choses. La deuxième chose, je vais reparler un petit peu de la notion d'inbound marketing qui est beaucoup utilisée par les entrepreneurs et d'ailleurs peut-être sous-estimée par les commerciaux sur la partie inbound marketing où les gens pensent que tu peux te permettre d'être passif, que juste avec ton petit panneau publicitaire, parce que pour moi c'est ça, c'est même si l'objectif sur les réseaux sociaux c'est pas de justement de dire coucou je vends quelque chose et c'est génial, absolument pas, mais ce que je veux dire c'est que c'est clairement on est tous là avec nos panneaux en train de dire regardez-moi, j'ai quelque chose à vendre et venez chez moi. Et en fait si on fait pas si on suit pas derrière, si on construit pas la relation, bah il se passe rien quoi, tu vois.
Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai été commercial et souvent le syndrome du commercial c'est de dire ok j'ai fait ma propale, j'ai relancé une fois, allez je relance une deuxième fois et très vite tu te dis bon j'embête la personne à relancer constamment alors qu'en fait c'est une statistique qu'on dit souvent dans le podcast mais il faut à peu près une douzaine de touches Ouais. entre toi et le prospect pour arriver à une vente, quoi. Ah non, mais complètement. Et ça change tout, en fait. Et je pense que si on parle vraiment de relance pure, parce que là, je parlais de suivi commercial au sens large, mais de relance pure, je pense il faut utiliser différents canaux, il faut utiliser différentes formes. Typiquement, le message vocal, je trouve ça tellement sous-estimé. Ah ouais, d'accord, tu l'utilises. Ouais, je D'accord. l'utilise. On peut l'utiliser, par exemple, en troisième relance sans réponse, s'il n'y a pas de réponse du tout. Déjà parce que ça crée la curiosité. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, ils ne voient pas. Alors, des fois, il y a un petit peu la transcription, ça dépend quel canal on va utiliser. Je crois que sur WhatsApp, il n'y a pas, mais sur LinkedIn, il n'y a pas non plus, et non, sur Instagram, il n'y a pas non plus, pardon. Mais il y a certains canaux. Sur iPhone, ouais, tu l'as. Ouais. Voilà, sur iPhone, il y a la transcription. Mais concrètement, les gens, ils vont se dire, ah ouais, je suis intriguée de savoir ce que cette personne a à me dire. Donc, en général, en tout cas, il va être reçu qu'un mail. Ouais, c'est bon, je répondrai plus tard, j'ai autre chose à faire. Enfin, voilà. Ouais. Donc, ouais, typiquement, la relance via le vocal, ça fonctionne bien. Et c'est utiliser d'autres canaux. Un truc tout bête aussi qui fonctionne bien et que nous, on recommande à nos clients, et souvent, ils arrivent à avoir des réponses comme ça. Ça va paraître vraiment débile. C'est de filmer son écran avec le dernier mail qui a été envoyé. Et en fait, vous pouvez utiliser Loom, par exemple. On vous voit en bas à gauche ou en bas à droite, peu importe. Et vous dites, ben voilà, je reviens vers vous. Est-ce que vous avez vu l'email que je vous ai envoyé ? Et en fait, il y a juste l'email sur la page concrètement. Et ça va aussi attirer l'attention et ça va permettre d'avoir une réponse parce que on croit souvent à tort que quand on n'a pas une réponse, c'est que c'est forcément un non, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je sais que ce soit dans mes achats perso ou mes investissements pro, je ne compte pas le nombre de fois où clairement j'aurais acheté si la personne, elle était revenue vers moi. Ouais. Et est-ce que, on va utiliser un mot anglais, désolé, mais on parle de nurturing souvent. Est-ce que aussi on peut conseiller, peut-être quand on fait une relance, de réfléchir à quelle valeur on peut apporter sur... peut-être quand on relance, il faut apporter une actualité sur ce que l'on vend ou un article que l'on a lu qu'on trouve intéressant pour le prospect. Tu utilises ça un peu dans la relance ? Ouais, on peut faire ça. Ouais. Et du coup, mais ça par contre, je le mettrais plutôt en phase 1. Ok, plutôt sur des prospects. Ouais, c'est ça. Des prospects un peu froids. Ouais, c'est ça. Okay. Là, oui, parce que ça crée un prétexte de mise en relation, on va dire, ou de remise en relation, ou de reconversation. Donc ça, oui, ça c'est pas mal. Après, le must, évidemment, c'est de poser ce que j'appelle moi des questions leviers, c'est-à-dire c'est des questions qui te permettent à ton prospect de commencer un peu à s'étaler sur ses problèmes. Ouais. Ça, je le vois beaucoup, même sur les réseaux sociaux. Si tu crées un contenu et que tu as une personne, elle te fait un pavé, elle te dit « Ouais, grave, j'ai fait ça, et puis machin, et puis nanana », et que tu sais que tu peux répondre probablement à la problématique, là, je trouve qu'il y a un vrai contenu à aller chercher, il y a une vraie question à poser. Et donc, du coup, là, on peut basculer en messagerie. Et là, ça peut être pertinent, même si ce n'est pas le bon moment, qu'on identifie à ce moment-là que ce n'est pas le bon moment. On rentre la personne dans le CRM, et à ce moment-là, quand on revient vers la personne, on sait exactement quoi lui dire la prochaine fois. Ok, en fait, il y a 3 mois ou il y a 2 mois, tu m'as dit que tu étais sur tel projet. Où est-ce que tu en es ? Ouais. Tu peux donner des exemples de questions leviers ? Oui, alors ça va dépendre de ce qu'on vend, évidemment. Je vais prendre un exemple qui est hyper facile parce que assez simple. À l'époque, quand j'ai démarré en tant qu'indépendant, parce qu'aujourd'hui je ne le suis plus, j'accompagnais les entreprises et je faisais du consulting LinkedIn. Et j'avais une question toute simple qui était est-ce que... attends, il faut que je me rappelle quand même de ma question, mais grosso modo, c'est poser une question sur est-ce que vous rencontrez des problématiques aujourd'hui sur LinkedIn ? Je sais que ça paraît, quand on se dit comme ça, on se dit non, mais c'est bon, j'ai déjà essayé, ça marche pas et tout. Mais ça dépend du contexte. Je suis pas en train de vous dire de dire bonjour, arrivé de nulle part, comme ça, sorti de nulle part, et puis dire est-ce que vous avez des problèmes avec LinkedIn ? Non, c'est dans un échange, et un échange potentiellement qui peut être créé par l'inbound marketing, mais pas seulement. Ouais.
Des questions aussi que je posais à ce moment-là, parce que je trouve que c'est clair pour bien comprendre, c'est de dire... je vous ai vu pas mal... je vous ai identifié sur LinkedIn, je vous ai vu faire telle et telle chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez LinkedIn pour développer votre business? Est-ce que vous avez des problématiques à ce que ça fonctionne, par exemple? Ok. Donc là, tu utilises de la data, par exemple, les posts LinkedIn de prospects pour dire, voilà, j'ai vu que vous faites ça comme activité. Et là, tu poses une question, par exemple. Ouais. Ou alors, tu utilises, tu l'as dit, de l'inbound marketing. Donc, on pourrait imaginer un webinar. Oui. Où tu as des gens qui sont inscrits sur ton webinar. Et du coup, tu peux aller leur poser cette question. Avez-vous identifié des problématiques sur je sais pas, le contenu LinkedIn, par exemple, ou sur votre activité sur LinkedIn? Ouais, par exemple. Okay. Et sur l'exemple que tu viens de donner, j'ai envie de rebondir sur, par exemple, si on parle d'un webinaire, mais il y a plein d'autres choses. Si on parle d'un webinaire, moi, je sais que je mets toujours quelqu'un de mon équipe avec moi en back dans le webinaire pour identifier toutes les personnes qui ont eu des problématiques un petit peu chaudes. Et derrière, on va parler avec eux. Ouais. Bah ouais, parce que, et ça, typiquement, si on parle d'un webinaire pur ou c'est de l'inbound pur quasiment, on va convertir peut-être, on va faire, je sais pas moi, imaginons, tu as 200 personnes avec toi, tu vas peut-être convertir 10 personnes, tu vas peut-être faire 10 ventes. Mais derrière, si tu vas pas échanger avec les personnes, encore plus aujourd'hui, je trouve, où il y a une sophistication de certains marchés, c'est-à-dire que les prospects, ils savent très bien où on t'emmène, ils savent très bien pourquoi tu fais ça. Et donc, c'est là aussi où il y a une notion de transparence qui est importante. Mais clairement, si tu fais, je vais utiliser le mot un peu à la mode, du follow-up derrière, tu convertis beaucoup plus. Oui, et puis un webinar, peut-être qu'à la fin, tu vas réussir à vendre ton offre à 10 personnes, mais si tu relances les gens qui se sont inscrits mais qui n'ont pas marqué d'intérêt à acheter, tu peux aussi les convertir certains et te retrouver avec 20 ventes plutôt que 10. Ouais, complètement. Et ça, c'est vrai que c'est une pratique qu'on peut oublier quand on crée du contenu sur les réseaux. Ouais, et pour moi, ça, c'est typiquement, je disais tout à l'heure, du commercial à papy, mais en fait, pour moi, c'est du commercial à papy. C'est juste qu'on utilise aujourd'hui les outils. Canaux, ouais. Voilà, parce que pour reprendre sur l'inbound marketing, aujourd'hui, quelque part, ça a presque fait croire aux gens que c'était possible de vendre sans vendre. Tu vois, c'est un peu... c'est bon, nickel, je vais sortir une caméra où je vais juste écrire quelques mots de temps en temps et puis ça va suffire. Non. Ça peut exister, mais c'est assez rare. Et puis ça va être les tops du secteur qui vont être sans doute accompagnés par une équipe derrière de prod, de marketeurs, etc. Ouais, et puis surtout, ça prend énormément de temps, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas le truc que je recommanderais si tu viens de monter ta boîte. Tu peux faire de l'inbound, mais par contre, active-toi autour, quoi, parce que sinon, tu vas attendre longtemps. Clairement. Tu vas attendre très longtemps. En préparant l'épisode, tu voulais me dire aussi de faire une différenciation entre les top performers qui font des choses dans la relance, dans le suivi commercial, que ne vont pas faire les commerciaux, moyens. Est-ce que tu peux me faire un peu les quelques listes de choses que les top performers vont faire dans un suivi commercial? Déjà, ils vont pas seulement effectuer un suivi auprès des personnes à qui ils ont fait une proposition. Ouais. Ils vont arriver en amont. Ils vont chercher à créer du lien avant. Ils vont aussi identifier, selon moi, le niveau de conscience des prospects. Parce que on dit toujours, je sais, en vente, si par exemple quelqu'un dit non, mais en ce moment, j'ai pas le temps. On dit ok, effectivement, il faut essayer d'aller creuser cette objection et de voir si c'est légitime ou pas. Mais on a beau dire ce qu'on veut, il y a des fois, c'est légitime. Donc, qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais ton commercial en puissance et tu essayes de défoncer la porte, ou plutôt tu fais ça en douceur et tu attends que ce soit le bon moment et tu réagis quand c'est le bon moment. Donc ça, pour moi, c'est ce que font justement les top performers, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à vendre à tout prix. Ils vont vendre au bon moment. Et pour vendre au bon moment, ils vont effectuer un bon suivi. Quitte à ce que ça prenne 6 mois, en fait. Ouais. Parce que ça aussi, ça me fait un peu mal au cœur, parce que non seulement ça fait du mal à la profession de commercial, mais ça fait du mal aussi aux entrepreneurs qu'on accompagne, c'est de penser, et on lit partout, et je l'ai dit tout à l'heure, si tu n'as pas d'ouverture maintenant, tu n'en auras jamais. Mais absolument pas. Il y a une notion de timing en vente qui est ultra importante.
Donc ouais, déjà, il y a le niveau, ils prennent en considération le niveau de conscience des prospects. Ils les suivent à partir de ce moment-là. Ils les font basculer dans les bonnes étapes dans leur CRM. Ils savent exactement à quel moment il faut relancer, comment les relancer, comment revenir vers eux. Et quand je parle de relance, ça peut être juste questionner, reprendre des nouvelles. C'est pas forcément relancer pour vendre tout de suite. Oui, ça peut être une bonne pratique, effectivement, on le disait tout à l'heure, de relancer pour poser des questions et pas dire vous en pensez quoi de mon devis d'il y a 2 mois, quoi. Ouais, exactement. Il y a ça. Bon, évidemment, et ça, je vais plutôt parler pour les entrepreneurs. Ils ont un CRM et ils s'en servent. Parce que, en général, les entrepreneurs, ils ont un CRM, mais ils s'en servent pas. Ouais. Tu disais rendre vivant son CRM et pas de le laisser comme une liste morte où il n'y a pas d'action dessus. C'est ça, avoir un pipe commercial qui est vraiment vivant. Ouais. Voilà. Et pas le remplir une fois tous les 36 du mois et dire non, mais un CRM, ça sert à rien. Ou alors se dire c'est bon, j'ai un fichier Excel, ça suffit. Ouais. Fichier Excel, ça a quand même beaucoup de limites en termes de suivi commercial. Donc ça, c'est plutôt pour les entrepreneurs, parce qu'en général, les commerciaux, ils ont quand même un CRM, mais il y en a certains aussi qui ne savent pas bien l'utiliser. Et je pense que c'est pas ce qu'on me pose souvent la question, quel outil il faut utiliser, quel CRM il faut utiliser. Moi, je pense que bien sûr que les outils nous permettent d'être plus performants, mais ce n'est pas l'outil. C'est d'abord stratégiquement, et aussi, est-ce que tu comprends ton client, ton prospect psychologiquement, est-ce que tu sais où il en est et à quel moment il faut revenir vers lui. Ouais. Donc tu me posais la question sur... Je voulais te demander aussi quelque chose qui, à mon avis, peut faire débloquer des ventes. C'est souvent dans la vente, sur les écrits, les podcasts, etc., on entend essayer d'avoir des deadlines, des dates de votre prospect sur... vous avez des échéances et du coup, ça peut vous aider à avancer votre service ou votre produit. Et en fait, moi, je trouve que c'est pas toujours évident de le faire, ça. Et moi, par contre, j'aime bien, proposer des dates, mais qui sont limitées dans le temps, à des prospects, et de dire, par exemple, je passe dans votre ville, telle date, telle date, telle date. Est-ce qu'on peut se revoir? Est-ce qu'on peut se voir physiquement, puisqu'on s'était vu en visio? Et ça, je trouve que ça marche assez bien depuis que je le fais. Je le fais depuis plusieurs années. Souvent, quand tu proposes des dates, il y a quelque chose qui s'enclenche dans l'esprit du prospect, en disant pourquoi pas avancer sur cette date, je suis dispo, je peux peut-être le voir effectivement. Donc là, on passe à un autre stade aussi de faire une relance plutôt en réel, oui. en présentiel. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui marche bien dans le suivi commercial, tu vois, ok, j'ai un prospect dans mon CRM depuis 3 mois, on s'échange des mails, on a fait une visio, et à un moment donné, je vais lui proposer de se rencontrer. Ouais, complètement. Tu vois, ça peut être un truc auquel on ne pense plus du tout aujourd'hui, à l'ère du digital et de l'IA, mais ça marche bien, ça. C'est vrai qu'on y pense moins. Et dans tous les cas, presque ça revient un peu aux fondamentaux de la vente, où c'est pas bon de finir un rendez-vous de vente sans avoir programmé la next step, en fait. Se dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait après concrètement? Donc ça, en général, c'est le commercial qui va le proposer. Et donc ça revient un peu à ce que tu dis là, même si c'est différent, mais c'est... maintenir le contact en programmant quelque chose avec le prospect. Et tu disais tout à l'heure, tu avais du mal à le faire, tu veux dire par rapport au timing, identifier le timing du prospect, ouais. Savoir quand est-ce que c'est le bon moment de revenir. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire de dire est-ce que les mois prochains, vous avez des échéances, des décisions à prendre, des événements, etc. Ça, c'est pas toujours évident, je trouve, dans des rendez-vous, tu vois, de poser ces questions. Prospect peut se sentir un peu c'est un peu, tu vois, ça peut paraître intrusif, quoi. Je veux dire. Ouais. Dans ces cas-là, en tout cas, moi je pense que si on n'arrive pas à avoir cette information là, c'est à nous de jauger par rapport aux informations qu'on a récoltées, en fait. Si le prospect, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, si le prospect il dit là je suis sur un projet et je sais que ça sera terminé dans 3 semaines, par exemple, on sait à peu près que dans un mois on va pouvoir revenir. Tu vois, on peut aussi essayer de... Mais je comprends, t'as moins le prétexte de revenir. C'est un peu... Tu peux avoir la sensation d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, mais il faut juste trouver le bon prétexte, en fait, de remise en relation. Ouais. Et moi, j'aime bien dire, tu développes ton intelligence relationnelle quand tu fais ça, tu vois.
Ouais, c'est une question de tempo, de trouver ce bon prétexte, ce bon moment. Aujourd'hui, tu as quand même des outils qui te permettent de repérer. J'ai fait un épisode là-dessus, ce qu'on appelle les intentions d'achat, Ouais. l'intent data, si vous voulez, l'anglicisme. Ça, toi, tu as des outils comme ça que tu utilises ou tu le fais un peu à la main, manuellement, à suivre les actualités sur LinkedIn ou... Je le fais beaucoup manuellement. Ouais, Et je suis hyper intéressée par les outils dont tu parles. ouais, Non, je le fais beaucoup manuellement, ouais. ok. Bah, tu as des outils, tu vois, par exemple Nomination, qui est passé dans le podcast, qui te permet de mettre des alertes sur les entreprises. Et dès qu'il y a une actualité, un événement, un recrutement, une levée de fonds, etc., tu as cette alerte et ça te permet, toi, de rebondir pour dire « Ah, j'ai vu que vous avez fait un recrutement, ça peut peut-être débloquer notre projet. » Tu vois? Ouais, tu as ça un petit peu, je trouve, avec Sales Navigator de LinkedIn, Oui, où ok. tu peux avoir des informations comme ça, mais encore une fois, ça dépend de la cible. Moi, j'ai un peu le biais B2B parce que je travaille beaucoup, enfin, on accompagne beaucoup des entrepreneurs qui travaillent en B2B, et moi, j'ai travaillé pas mal en B2B. En B2C, c'est un peu plus complexe, je trouve, Ah oui. d'identifier ce genre d'informations. Ouais, là, c'est vrai je parle vraiment B2B. Oui. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques sur comment faire un bon suivi commercial qu'on n'aurait pas forcément évoqué encore? Alors, il me semble que je vais juste résumer, moi, pour être sûr de Ouais. dire les bonnes choses. On a résumé le niveau de conscience, identifier le niveau de conscience. Bien connaître son parcours d'achat, ça, j'en ai pas parlé. Parce que je vais prendre des extrêmes. Quand on vend un avion chez Airbus versus quand on vend un accompagnement à 1500 euros, le parcours va pas du tout être le même. Mm. Et ça, il faut le prendre en considération avec le niveau de conscience, mais aussi dans le suivi. Parce que forcément, quand on vend un avion, j'imagine, je sais pas, j'en ai jamais vendu, j'imagine qu'on se voit un bon paquet de fois avant, quoi. Tu vois? Ouais. À part quand tu as des commandes récurrentes et qu'il y a un moment donné où tes clients, tu es content et puis je recommande 3 avions, quoi. mais voilà, il y a ça, il y a le parcours d'achat, je pense, à bien connaître. Et alors, bien connaître, est-ce que tu préconises même de l'avoir écrit ou de l'avoir dans ton CRM Ouais, quasiment pour moi, bien dans le guidé? CRM, Ouais. bien identifié. Ouais, exactement. Alors, évidemment, en fonction des prospects, des fois, ça va aller un peu plus vite, des fois moins vite. Donc, il va falloir jauger un peu par rapport à ça. Mais de façon générale, ça va aussi dépendre du prix du produit. Ça va aussi dépendre si le décideur, c'est le dirigeant et que c'est une boîte énorme. Va falloir que tu passes par je sais combien de rendez-vous avant jusqu'à choper la bonne personne, le décideur, pour qu'il valide. Et donc ça va représenter tout autant d'étapes dans le parcours d'achat, quoi. Ouais, être assez clair avec son cycle de vente, l'avoir bien identifié, savoir à peu près combien de rendez-vous tu as besoin, Ouais. est-ce que c'est un, est-ce que c'est deux, est-ce que c'est trois pour arriver à la vente. Et du coup, te le paramétrer dans ton CRM. Maintenant, c'est possible de faire quelque chose d'assez personnalisé. Sur mesure. Ouais. Moi, ça m'intéresse. Toi, tu as quelque chose d'assez standard, du genre prospect froid, prospect tiède, prospect chaud, ou tu as vraiment des étapes en fonction de tes clients que tu as rajoutées et tu sais qu'il faut que tu aies ces étapes-là dans ton cycle de vente? C'est une question un peu sur toi, ton business. Ouais. Sur moi, mon business, alors pour le coup, c'est un parcours d'achat qui est assez simple quand même. Ouais. C'est juste que, encore une fois, moi, je vais prendre en considération l'avant-proposition. Donc, dans mon CRM, si je te donne les bonnes informations, j'ai la première étape, j'ai prospect repéré. Okay. Donc, pour moi, le prospect repéré, c'est le prospect qui n'a pas encore montré, qui m'a pas parlé, en fait, ouais. Carrément. C'est quelqu'un juste, je me dis, OK, par exemple, sur LinkedIn, j'ai vu cette personne parler de tel sujet. En plus de ça, elle est dans ma cible parce qu'elle coche certains critères. Donc, je sais que cette personne, potentiellement, il va falloir que je trouve le bon angle pour créer du lien. Okay. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai prospect qualifié. Donc, prospect qualifié, c'est tout simplement la personne qui, là, m'a montré, soit elle m'a posé une question très claire, soit, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je souris parce que
typiquement, ça arrive qu'il y ait des prospects, peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu as quelqu'un qui dit « Ah ouais, j'aime trop ce que tu fais et je pense que j'aurai besoin de toi dans 6 mois. » Ces personnes-là, elles rentrent dans le CRM à ce moment-là et c'est pas en mode « Ok, super, génial, j'attends que cette personne revienne vers moi le jour où elle en aura besoin. » Tu vois, non, il faut jamais faire ça parce qu'en fait, elle revient jamais. Faut être honnête, elle revient jamais. Donc, exemple typique, après, je vais avoir... non, pas proposition en attente, pardon. Rendez-vous en attente, en fait, je passe directement. Non, pardon. J'ai une phase follow-up que j'appelle, où là, on est sur du suivi plus long. C'est-à-dire que on est sur des personnes qui sont dans le niveau de conscience très faible, on va dire. Et je sais qu'il faut que je maintienne le contact avec elles. Et des fois, ces personnes-là, elles restent 1 an à cet endroit-là, quoi. Ouais. Voilà, elles restent 1 an à cet endroit-là. Je vais juste me mettre des relances. Je vais revenir vers eux régulièrement. Et après, on passe à la phase un peu standard. Rendez-vous en attente, proposition en attente. Et gagné, perdu, quoi, grosso modo. On va le dire comme ça. En sachant qu'une autre bonne pratique qu'on peut donner, c'est le pipe perdu. Tu peux aussi faire des actions dessus 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, parce que les personnes auront peut-être changé, l'entreprise aura peut-être changé, et donc il ne faut pas supprimer les contacts que vous avez perdus. Non, mais complètement, tu fais bien de le dire, et moi ça m'arrive régulièrement de ne pas les passer en perdu, entre guillemets, et de les remettre en follow-up, tu vois. Ouais. En fait, je les remets en follow-up parce que un nom d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon moment, et peut-être que ça le sera dans 1 an, tu vois. Ouais, ok. Donc, juste une question, parce que ça m'intéresse, je suis curieux. Tu utilises quoi comme CRM ? Alors, moi, j'ai pas de CRM. Pour moi, il y a 2 types de CRM. Il y a le CRM complexe et le CRM classique. Moi, j'utilise beaucoup le CRM classique, c'est-à-dire tu les fais passer d'une case à une autre, grosso modo, et tu les suis, tu as des rappels et tu fais ça à la main. Et après, le CRM complexe, pour moi, c'est pas vraiment un CRM, mais en gros, je vais avoir Active Campaign, mais ça, c'est pour tout ce qui est tunnel de vente automatisé, avec des tags, etc. Donc moi, je vais mêler ces 2 choses-là. Et mon CRM dit classique, il est sur mon outil de gestion de boîte, il est sur ClickUp. Rien de ouf, tu vois. Parce que j'avais un peu tout essayé. Je pense que j'avais commencé sur Odoo à l'époque. J'ai essayé HubSpot, mais HubSpot, typiquement, machine à gaz pour les petites boîtes, pas utile selon moi, tu vois. Après, il y a NoCRM, je trouve, qui est pas mal. J'ai une vidéo là qui va sortir sur eux. Donc, sur eux, voilà, NoCRM, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais oui, moi, en tout cas, personnellement, pour la boîte, on utilise ces 2 outils-là. NoCRM, ce qui est pas mal, c'est que c'est basé sur le processus de décision. Et pas forcément sur un client, mais vraiment sur l'étape que le commercial doit faire. Et ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire identifier les étapes, etc., nos CRM facilitent ce suivi, en fait. Après, il y a aussi, pour les gens qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, et c'est beaucoup le cas quand même, pour vendre ou pour faire du suivi, il y a Folk. Oui, moi j'utilise ça, qui est pas mal, pour le coup, qui permet vraiment de perdre moins de temps aussi, tu vois, à aller rajouter tes gens dans le CRM et machin. Au moins, t'as tout un peu au même endroit. Donc, pour gérer, pour suivre, c'est pas mal. Effectivement, pour notamment les solos, les freelances, etc., c'est peut-être plus adapté que des grosses machines du type HubSpot. Ok, Pauline, il nous reste une partie dont tu voulais nous parler avant de passer aux questions de la fin. C'est au final, si on applique un peu les conseils que tu nous as donnés, qu'est-ce que ça change concrètement qu'est-ce qu'on va avoir comme changement en tant que commercial ? Tu nous as dit tout à l'heure que toi, t'avais vraiment modifié tes commissions. Mais c'est ça. Ça avait changé mon salaire, carrément. Ah non, mais enfin... Donc oui, c'est sûr, pour les commerciaux, ça change tout. Pour moi, ça n'a rien à voir. En plus, comme je disais, moi, j'ai fait cette erreur quand j'étais commerciale de ne pas faire de relance, de ne pas faire de suivi. Et j'ai vu la différence. C'est du simple au double. Enfin, il faut être clair, c'est du simple au double.
Et après, on peut avoir aussi un peu l'excuse bah ouais, mais bon, ça prend du temps. Bah ouais, mais bon, t'es commercial, donc en fait, ça prend du temps. Pour moi, si t'aimes pas le process long, faut pas être commercial, quoi. Ouais. Tu vois, pour moi, ça fait vraiment partie. Et c'est ce que je trouve intéressant et challengeant, justement. Donc, je pense qu'il faut aimer ça. Et pardon, j'ai perdu ta question, excuse-moi. Bah, ok, ça change effectivement la partie chiffre d'affaires, mais ça change aussi d'autres aspects. Ouais, ça permet aussi de rendre plus humain la partie commerciale. C'est mieux perçu, ça améliore le service client. Ouais. C'est-à-dire que même si on ne vend pas, tu vois, ça donne aussi une bonne image, c'est mieux, c'est plus humain. Oui, qu'un commercial qui va faire le rendez-vous, puis le devis, et puis tu ne vas plus jamais en entendre parler. Même si tu n'es pas intéressé, si tu as quelqu'un qui te suit, etc., tu vas dire, bah, lui, il est quand même pro. Ouais. Et finalement, quand tu te rends compte de toutes les interactions de vente que tu as eues dans B2B, tu te rends compte finalement ce n'est pas la majorité des commerciaux qui font cet effort-là. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je trouve que dans ce que ça peut générer de l'autre côté, si tu ne fais pas de suivi, c'est... parce que ça, on n'y pense pas. Il y a beaucoup de commerciaux qui n'osent pas, ou d'entrepreneurs qui n'osent pas y aller, pensant que c'est pire s'ils y vont. Moi, je trouve que c'est pire s'ils y vont pas. Parce que s'ils y vont pas, quelle image ça donne? Ok, donc en fait, le prospect, qu'est-ce qu'il se dit? Non, en fait, il en a rien à foutre de moi, quoi. Non, mais enfin, c'est ça. Il s'en fout, en fait, de mon problème. Ça m'est déjà arrivé, et assez récemment, hein, d'avoir un prospect où j'ai dû le relancer peut-être une fois tous les mois. Et au bout de la 6e relance, le prospect me dit ouais, en tout cas, tu t'accroches, tu lâches pas. Ouais. Et effectivement, on a fini par signer. Ouais. Tu vois, mais il m'a fait cette remarque de tu m'oublies pas, tu oui, me lâches pas. Tu me lâches pas. Bah oui, mais ça je trouve que ça change tout. Et puis après, évidemment, il faut savoir s'arrêter quand un prospect dit non. Et d'ailleurs, moi, je sais que c'est un avantage pour nous vu qu'on accompagne les entrepreneurs dans ces démarches-là, les démarches de développement commercial de façon générale. Dernièrement, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, il y a une prospect qui m'a dit c'est un truc de dingue comme tu m'inspires parce que t'es tenace, quoi. Tu viens, t'es tenace et tout. Et en fait, c'est exactement comme ça que j'ai envie d'être, moi, avec mes clients. Et donc, du coup, moi, ça me sert aussi de montrer l'exemple aussi, quelque part, de le faire aussi auprès de nos clients. Tenace, c'est un bon mot-clé pour l'épisode. Ouais, tenace ou pugnace, tu vois. Il faut aller... Après, ça peut être aussi des fois mal perçu parce que je sais que moi, quand j'en parle, des fois, ça m'arrive, c'est pas souvent, mais c'est arrivé, par exemple, que j'ai quelqu'un que je vais aller prendre des nouvelles de quelqu'un. Et quelqu'un me dit alors, Pauline, j'ai une vraie question à te poser. Est-ce que je suis dans ton CRM ou pas? Tu vois, on me pose la question, parce que moi, j'en parle beaucoup aussi. Donc, voilà. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que, tu vois, on a tous dans notre téléphone, enfin, en tout cas, je pense que toi aussi, des proches, des amis, plutôt plus ou moins lointains, par exemple, où on veut se souvenir de leur anniversaire, tu vois. On le met dans notre téléphone. Pourquoi on le met dans notre téléphone? Parce qu'on ne veut pas oublier, parce que c'est important pour nous, tu vois. Pour moi, c'est la même chose quand tu utilises un CRM. Oui, il y a une notion stratégique, on ne peut pas dire le contraire, il y a une notion de stratège, mais il y a une notion aussi de si je veux vraiment aider, je n'ai pas envie de t'oublier. Donc, comme je n'ai pas envie de t'oublier, mon CRM va me le rappeler. Et donc, je pense qu'il faut aussi changer un peu sa manière de voir les choses. Parce que, et ça, bon, on ne peut pas éduquer tous les prospects, hein, ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il y a aussi à travailler sur sa façon de recevoir la vente. Ouais. Tu vois? Moi, j'ai aucun problème à me faire prospecter. Quand c'est mal fait, je souris. Et quand c'est bien fait, j'aime répondre. Et pour te dire, et ça, j'en ai fait un post sur LinkedIn, il n'y a pas très longtemps, ça arrive régulièrement, j'ai quelqu'un qui est venu me proposer, je ne sais plus exactement quel type de service. Je trouvais que la prospection était bien faite. Et je me suis dit, ouais, grave, je pourrais peut-être avoir besoin de ça, mais dans 6 mois, quoi. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Clairement, je lui ai dit, salut, merci pour ton message, j'en ai absolument pas besoin maintenant. Par contre, clairement, mets-moi dans le CRM et reviens vers moi dans 6 mois. Je te jure, il n'est jamais retenu, le gars. Et ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même quand on dit, les gens font pas. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, ce que ça change, c'est le chiffre d'affaires, c'est la perception des prospects, ça rend plus humain la vente. Ouais, peut-être ça donne un sentiment aussi de mieux contrôler son job, puisque souvent, quand tu es commercial, tu peux avoir l'impression de subir la pression, les chiffres, les prospects qui viennent, qui s'en vont, etc. Et là, tu agis un peu plus, quoi, sur, tu l'as dit, ton CRM. Ça donne un contrôle un peu plus important sur les ventes. Et aussi,
Je parle aussi pour les entrepreneurs beaucoup, qui se retrouvent des fois dans des périodes un peu plus creuses. Clairement, si tu as eu un CRM, tu as fait un suivi régulier, ton suivi va te sauver. Ouais. Ton suivi va te sauver. Ton suivi va te permettre de faire le chiffre qui te manque. Ouais. Puis c'est un classique dans la vente, tu sais, le manager qui demande à son commercial bon alors on en est où des objectifs, etc. Et que le commercial dise bon oui, il y a un tel, il devrait signer, mais j'ai pas eu trop de nouvelles, Ouais. etc. Et c'est vrai que si tu restes connecté à ton suivi commercial, tu es beaucoup plus apte à dire je sais qu'un tel, ça devrait être dans un mois, l'autre dans 2 mois, etc. Et planifier tes objectifs, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, ça me fait penser aussi à quelque chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que ça te permet aussi de voir tout le potentiel business qui est dehors. Ouais. Surtout, moi j'adore faire ça, c'est identifier le panier moyen à peu près que tu vas faire sur quelqu'un. Ouais. Et donc là, tu sais, quand tu vois que tu as 150 000 balles dehors, Ouais, ça te pousse un peu plus. tu vois, voilà, c'est ça, exactement. Tu es là, ah ouais, quand même. Ah oui, effectivement, faut que peut-être que je les relance. Ça motive. Ouais. En fait, c'est un peu comme à la manière des objectifs. Pour moi, si tu n'as pas d'objectif, tu sais pas à combien de pourcentage t'es, quel effort tu dois doser, etc. Ouais. Mais là, c'est la même chose. Pour moi, ça te donne une information sur, ok, en fait, j'ai toutes ces personnes-là, là, je pourrais les aider, en fait, et je les ai laissées en plan. Ouais, bah ça, vous voyez, c'est une action concrète que vous pouvez dès à présent faire. Vous avez peut-être Ouais. un CRM avec les noms des personnes que vous suivez. Rajoutez le panier moyen Ouais, potentiel. c'est ça. Alors, c'est pas toujours juste, hein, Oui. surtout des fois quand c'est des prestations sur mesure, mais vous avez quand même un panier moyen en général, hein, c'est mieux de le connaître. Et comme ça permet de savoir. Ah oui, et de vous motiver. Est-ce que tu es vraiment motivé? Ouais, c'est Ouais. ça. C'est exactement ça. C'est pas mal, ouais. Écoute, on arrive déjà presque à 40 minutes d'interview. Est-ce que sur ce sujet de suivi, tu as quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas abordé? Ou est-ce qu'on passe aux questions de la fin Écoute, je pense qu'il y aurait énormément d'autres choses à dire, mais déjà, on a fait un peu le focus sur ce qu'il fallait, donc je pense qu'on peut passer à la suite. Super. Donc j'ai 4 questions que je pose à tous les invités. Tu les connais peut-être Ouais. déjà. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat ou la vente que je devrais éviter? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, c'est plutôt quelque chose que j'ai pris beaucoup de temps à faire, que je n'ai pas fait pendant longtemps. En tant qu'entrepreneur, c'est j'ai investi trop tard. D'accord. Ouais, c'est... Mais bon, ça, on est... Tu veux dire investissement financier? Ouais, D'accord. investissement financier, me faire accompagner, prendre de la entre guillemets, main-d'œuvre externe, etc. Je trouve que j'ai pris trop de temps. Enfin, j'ai pris trop de temps. En vrai, j'ai pris 2 ans quand j'étais encore en micro-entreprise. Et après, quand l'entreprise a grandi, j'ai compris qu'il fallait que j'investisse. Mais ça, je pense que c'est très... ça va dépendre de chacun. Je sais aussi que c'est très homme-femme, hein, pour le coup. Ça, il y a un truc vraiment là-dessus. C'est que les hommes, j'ai l'impression, ont plus tendance à moins avoir peur d'y aller, tu vois. Ok, bah, Ouais. je vais mettre le cash pour le faire. Les femmes, peut-être un peu moins. Et du coup, je trouve que j'ai investi trop tard. Et en fait, quand j'ai commencé à investir, boum, il y a des choses qui se sont passées, quoi, tu Ouais. vois. Et tu veux dire investir dans ta boîte? Ouais, investir Ok. dans la boîte. Je Ouais, pensais ouais. que tu parlais d'investissement. Alors après, immobilier. j'ai fait de l'investissement immo justement après. Et d'ailleurs, merci l'entrepreneuriat, parce que je pense que j'aurais jamais été capable Ouais. de faire de l'investissement immo avant. Mais non, investir dans la boîte de façon Ok. générale. Prendre des aides Ouais, internes des ou aides, se externes. faire accompagner, etc. Ouais, Ok. j'ai pris trop de temps, je pense, à le faire. Et Oui, en fait, voir que l'argent, c'est un flux et pas un stock. Et du coup, quand tu gagnes de l'argent, le réinvestir pour aller plus vite et plus haut, quoi. ouais, exactement. Moi, ça a été un truc un peu long. Alors, basique pour certains, mais Ok. pour moi, ça a été ça. Ok, très bien. Bah, alors ça, ce que tu nous dis, c'est une prise de conscience. Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit aussi que tu as fait? Alors là, tu as parlé de l'investissement. Est-ce qu'il y a un autre changement d'état d'esprit que tu as fait et que tu me conseillerais de faire sur ton activité? Ça me vient pas comme ça. Ou que tu as fait un peu trop tard selon toi? Bah, j'aurais envie de te dire l'investissement du coup, Ouais. mais peut-être qu'en fait j'ai mal répondu à ta première question. En fait, c'était ça, tu vois. C'était ça peut-être. Ouais, parce que pour moi c'est plutôt l'investissement que j'ai fait trop tard. Ok. Ouais. Et du coup, la première question, c'était quelque chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais ne pas passer de temps dessus. Bah, la création de contenu. Ok.
Tu vois, Ça, tu le délègues aujourd'hui un peu ou oui, je délègue en grande partie. Ouais, Je fais juste LinkedIn encore aujourd'hui. Après, le reste, c'est plus moi. ok. Enfin, évidemment, je suis dans le process, hein, mais c'est plus moi directement. Mais c'est... Donc c'est quoi? T'as une équipe qui te fait du contenu sur les autres réseaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Bah, en fait, là, je pense que la création de contenu, c'est-à-dire que c'est un peu paradoxal, mais au début, j'ai fait beaucoup de création de contenu et de commercial à côté, alors qu'en réalité, pour moi, le ratio était pas bon. C'est-à-dire que j'étais peut-être à 60% de création de contenu Ouais. et le reste en commercial. Moi, je pense qu'il faut changer. C'est l'inverse. Ouais, on peut se perdre dans la création de contenu. Ouais. Je le sais, je fais un podcast, donc je sais le temps que ça prend. Et des fois, oublier, bah ouais, mais à un moment donné, si tu prospectes pas, il va rien se passer. Ton contenu, il va pas te donner à manger tout le temps, quoi. Ouais, même si tu utilises Ouais. comment dire, le tofu, tout Ouais. enfin voilà, ça suffit pas quoi si tu vas pas. Donc oui, et je pense que c'est une erreur Ouais. un peu basique, hein. Mais passer trop, mais même de façon générale, passer trop de temps sur des choses Qui ne rapporte pas. qui ne rapportent. Ouais. En fait, je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Et ça, c'est le plus dur en fait en business, hein. C'est d'essayer d'aller à l'essentiel, je trouve. Ouais, est-ce qu'il vaut mieux être un entrepreneur qui a pas trop de visibilité mais qui réalise ses chiffres, ou un entrepreneur qui a énormément de publicité mais qui n'a pas de chiffre d'affaires? Ouais, il faut trouver un équilibre entre les deux, je pense. Et d'ailleurs, moi, j'ai été dans un mastermind avec voilà, des entrepreneurs avancés, etc. Et je me suis rendu compte que je m'attendais à avoir quelque part, à rencontrer plein d'entrepreneurs que je connaissais. Donc oui, il y en a que je connaissais parce qu'il y avait une grosse visibilité, mais il y en avait plein qui faisaient des chiffres de ouf, Ouais. et qui n'étaient pas forcément hyper actifs, en fait, Sur les réseaux. sur les réseaux. Donc comme quoi, c'est possible aujourd'hui. C'est juste où est-ce que tu mets tes efforts. Ok. Et juste le mastermind, tu peux nous dire qu'est-ce que c'était? Enfin, quel était le nom parce que ça Ouais, m'intéresse. c'est le Mastermind 67 de Ok. Romain Collignon. Ok. Oui, Que- je vois, ouais. Voilà, qui est assez entre guillemets connu quand même dans le milieu de l'accompagnement en tout cas. Ouais. Et du coup, bah voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être, je dirais 30 à 40% peut-être d'entrepreneurs qui étaient dans les fameux 1% hyper visibles et tout. Ouais. Et le reste, en fait, mais pas du tout. Mais par contre, des chiffres de dingue. D'accord. Bah, hyper Donc, intéressant, ouais. ouais. Est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 euros qui t'a changé la vie? Ouais, il y a un livre, je dirais. Alors, Ouais. pour le coup, c'est hyper perché. C'est un truc que d'habitude, j'aurais pas du tout lu. Et j'ai pas de jugement dans ce que je dis. Mais moi, quand je l'ai acheté, je me dis, bon, tout le monde en parle et tout, je vais le lire. Mais bon, j'avais pas une grande voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est un livre qui s'appelle Le Secret. Ok. J'ai oublié le nom de l'auteur, je suis désolée. C'est un... En gros, ça explique la loi de l'attraction. Ouais. Et j'étais pas du tout entrepreneur quand j'ai lu ce livre. Et ça a changé ma perception je dirais, de responsabilité sur ta vie. Tu vois. Ok. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que je vends hein, finalement à travers le développement commercial. Il y a des choses que tu contrôles pas, mais il y a énormément de choses sur lesquelles tu as le contrôle. Et il faut que tu actives sur quoi tu as le contrôle. Et donc pour moi, ça, c'est se responsabiliser sur sa vie, tu vois. Arrêter d'être spectateur de ta vie. Et ça marche dans le business aussi. Arrête d'être spectateur de ton business. Saisis les opportunités, va les chercher. Et en fait, c'est ce que j'ai compris dans ce livre-là, tu vois. Donc Très voilà, bien. c'est un livre qui est un peu, voilà, quand je dis perché, entre guillemets, mais c'est un peu spirituel et tout. Moi, en tout cas, je l'ai compris comme ça, avec mon esprit très pragmatique. Ouais, tu l'as transformé en livre entrepreneurial. Oui, c'est ça, finalement, exactement. Ok, bah écoute, on ira voir ça, on ira Ouais. lire ça. Je le connaissais pas celui-là. Tu vois. Ok, hyper connu, hein, c'est un Ok. best-seller et tout, Zut. mondial. Ouais. Ouais. Pourtant, j'ai une bonne bibliothèque Ouais, de livres, mais mais voilà. peut-être que le côté spirituel, je l'ai pas, Ouais, c'est ça. je l'ai pas fourni. Très bien, il me reste une question, Pauline. Tu as une carte blanche pour inviter quelqu'un dans le podcast. Tu me proposes qui? Alors, je t'aurais dit mon ami d'ailleurs, Mathieu Doumalin, que tu as reçu déjà. Bah oui, déjà, ouais. Ouais, que tu as reçu déjà. Donc en fait, je t'aurais dit Mathieu tout de suite, ou alors j'aurais pensé encore à quelqu'un que tu as déjà reçu, qui Ok. est Lucas Baldinger. Ah oui, bah on l'a reçu il y a pas longtemps. Voilà, je l'ai reçu aussi chez moi sur mon Ok. podcast. Donc vraiment les deux personnes, donc je suis désolée, je vais pas t'apporter une nouvelle personne, mais en tout cas, Ok. c'est les deux personnes auxquelles je pense. Et ouais,
Qui sont un peu sur le même type d'activité que toi. Ouais, Lucas, il est plutôt axé prospection, plutôt accompagnement Oui. des indépendants en individuel, que nous, on a des accompagnements peut-être plus larges. Et Mathieu qui fait aussi du développement commercial externalisé, ouais. Ok. Que j'ai connu d'ailleurs dans le mastermind. Ah bah super. On s'est rencontrés là-bas, ouais. Bah écoute, merci beaucoup Pauline, on arrive à la fin de l'épisode. Si on veut te joindre pour échanger avec toi, connaître tes services, etc., comment on fait? Bah, sur LinkedIn, hein, je pense que c'est là où j'ai pignon sur rue, entre guillemets. Donc, vous tapez Pauline Sarda, vous me trouverez directement. Et vous pouvez m'envoyer une invitation avec une note pour que je sache d'où vous venez. Voilà. Ça, c'est hyper important. On n'a pas parlé aujourd'hui, mais c'est hyper important ça aussi. Oui. Dites-moi juste le contexte. Ok, bah, je t'ai entendu dans le podcast Les Héros de la Vente ou chez Alexandre. Et voilà. Ça te permet, toi, en termes de stratégie, d'activer des leviers ou d'autres, de marketing, de com. Ça me permet ça. Et puis, ça me permet aussi d'accepter en conscience les gens, parce que j'accepte pas tout le monde non plus, parce que sinon, on peut se retrouver avec un réseau qui est plus qualifié après. Ouais. Donc voilà, avec plaisir, mais dites-moi quand même qui vous êtes, entre guillemets, d'où vous venez. Okay. Et ce sera avec plaisir. Bah écoute, super. Merci beaucoup, Pauline, encore. Si vous avez aimé le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez le liker, mettre des notes sur Spotify, notamment YouTube. Et je vous retrouve dans la newsletter Les Chroniques de la Vente, où chaque semaine, on vous donne un maximum de valeur sur le domaine de la vente. Pauline, à bientôt. À bientôt. Merci, Alexandre. Salut.